On est serré là-dedans. Tu es prêt? Non. Pas du tout. Aujourd'hui, il va y avoir de l'action dans Xenius. Adrian et moi allons suivre un groupe de pompiers spécialisés dans les incendies d'aéronefs. Bienvenue à tous. Nous allons apprendre à éteindre un incendie d'avion. Cet exercice va nous en révéler un peu plus sur le quotidien des pompiers professionnels du futur nouvel aéroport de Berlin. Et bien sûr, la mission première des pompiers, c'est de sauver des vies. La caserne est en état d'alerte. Ce groupe de pompiers de Berlin s'apprête non pas à éteindre un incendie, mais à secourir une personne tombée d'une fenêtre. La victime aurait perdu connaissance. Il faut faire vite. Nico et ses collègues arrivent sur les lieux en quelques minutes. Police et SAMU ont également été alertés. Des témoins ont vu une personne chuter d'une fenêtre. La victime est une jeune femme tombée du 5e étage. Tenez bien fermement l'échelle là-haut. Nico ignore ce qui l'attend derrière ce mur de 10 mètres de haut. La victime est-elle encore en vie? Pendant qu'il lui prodigue les premiers soins, ses collègues se préparent à évacuer la jeune femme. Incendie, accident de la route, catastrophe en tout genre, les pompiers sont bien plus souvent appelés pour secourir des victimes que pour éteindre un feu. À Berlin, le secours d'urgence aux personnes représente plus de 3/4 des missions des sapeurs-pompiers. À l'aide de leur grande échelle, les pompiers font évacuer les blessés graves sur des MID, ou matelas immobilisateurs à dépression. 12 secouristes et un médecin urgentiste sont venus en renfort. La situation est critique. La patiente est placée sous assistance respiratoire. Plus tard, à l'hôpital, elle subira une opération de 6 heures. Nico, qui est sapeur-pompier, donc professionnel, n'avait encore jamais participé à une telle intervention. Lorsqu'il est question de vie ou de mort, on s'estime heureux quand la victime qu'on amène à l'hôpital est encore vivante. On doit faire tout notre possible pour maintenir le patient en vie, jusqu'à ce que les médecins le prennent en charge et établissent son pronostic vital. Après une pause de 24 heures, Nico prend à nouveau la relève, mais cette fois pour effectuer une garde de jour. Ce soldat du feu de 26 ans travaille 48 heures par semaine, par tranche de 12 heures. Il a suivi une formation de pompier, puis de secouriste. 2 disciplines qui requièrent une excellente condition physique. L'alarme retentit à nouveau. Nico a d'abord œuvré comme pompier volontaire dès l'âge de 18 ans. 2 ans plus tard, il décide de faire de sa passion un métier, animé par le désir de sauver des vies. Une décision prise suite à un violent incendie provoqué par la mise à feu d'une poussette. Toute la cage d'escalier de l'immeuble est partie en fumée, alors que plusieurs habitants étaient encore bloqués dans leur appartement. Cet incendie criminel a causé la mort de 3 personnes. Un nourrisson, sa mère et son oncle. Dans ce métier, on peut facilement atteindre ses limites, surtout quand la vie d'un enfant est en jeu. Cette fois, les sapeurs-pompiers se sont déplacés pour rien. L'alarme incendie d'un garage d'immeuble de bureaux s'est déclenchée par erreur. Fin de l'intervention. Nico et ses collègues n'ont même pas besoin de sortir de leur véhicule. Mais une nouvelle mission les attend déjà. Adrian et Emily vont maintenant passer aux choses sérieuses. Comment doivent-ils réagir en cas d'alerte? Leur première mission, éteindre un incendie d'avion. Nos 2 présentateurs semblent déjà bien aguerris. Mais pour en arriver là, il leur a fallu suivre un entraînement de choc. Ok. Ok. Non.
Tu vas te lancer direct? Sûrement pas. Est-ce qu'il serait possible de s'exercer d'abord avec une échelle 2 fois moins haute avant d'y aller vraiment? Honnêtement, c'est trop haut pour moi. Oui. Vous croisez les jambes et vous descendez d'une traite. Voilà. Alors. On descend! On s'y croirait vraiment. La situation est la suivante. Les ailes et les réacteurs de l'avion sont en feu. Il faut agir au plus vite pour éteindre l'incendie. Ok, passe-moi le sac. On va se positionner. On met un genou à terre. Baissez-vous. On est à bonne distance? Oui, tenez-le bien. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vise. Allez-y. Il y a un sacré recul. Tournez la corolle. Ok. Vous aurez un meilleur ressenti. Ah oui. Et faites de beaux mouvements de balayage. Qu'est-ce qu'il faut viser en premier? Faites un mouvement circulaire et visez les ailes. Tu veux essayer, Émilie? Mettez un genou à terre. Tu t'en sors? Vas-y, prends-le. Oui, allez-y. C'est pas facile. Oui. Allez, on échange. Pensez à la forme de l'oméga. Ok. D'abord les ailes, puis le contour du fuselage, ok? D'accord. Baissez-vous. Tenez-le bien. Je sentais déjà bien la pression quand j'étais derrière Adrian. Tiens-toi prête. Refaites un mouvement circulaire et visez les ailes. C'est super fatigant. Je ne pourrais jamais tenir plus de 30 secondes. Il y a combien de pression? Entre 30 et 35 bars. Les tuyaux standards résistent à 2 bars, non? 8 bars. Ah ok. Nous, on fait un mouvement plus rapide. Plus rapide? Comme ça? Toujours en balayant. J'en peux plus! Il faut toujours observer comment se comporte le jet sur les ailes de l'appareil. La couleur de la fumée est un bon indicateur. On regarde notamment si elle est encore bien noire ou si elle commence à s'éclaircir. Il faut bien sûr viser les ailes en priorité, car ce sont elles qui contiennent le carburant. C'est exact. Nous refroidissons les ailes pour empêcher le carburant de s'enflammer et pour éviter une propagation des flammes du côté de l'évacuation des passagers. Enfin là, on n'empêche rien du tout, parce que tu ne fais plus rien. Oui, j'en pouvais plus. Comment ça se passe dans la réalité? Combien de temps a-t-on pour intervenir sur un avion en flammes? En règle générale, 3 minutes. 3 minutes? En moyenne, on a 3 minutes pour intervenir. Mieux vaut même tabler sur 2 minutes et demie. Un premier camion arrose l'avion avec de l'eau et de la mousse. En règle générale, ce sont les gros camions qui s'occupent de refroidir le fuselage, tandis qu'un autre véhicule est chargé d'éteindre le feu. Pour cet exercice, nous n'avons déclenché qu'un début d'incendie dont on peut assez facilement venir à bout. Est-ce qu'on aurait réussi à éteindre cet incendie malgré notre manque d'expérience? Eh bien, Il a l'air d'en douter. Tu n'y crois pas non plus. pas en cas d'incendie grave. On aurait eu besoin d'un camion à lance. Un incendie d'avion est forcément synonyme de catastrophe majeure, non? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur? Peur n'est peut-être pas le bon mot. Je parlerai plutôt de respect.
Il faut toujours garder à l'esprit qu'à tout moment, peu importe les conditions météorologiques, il peut se passer quelque chose. Il est important de ne jamais oublier ça quand on fait ce métier. On est en pleine interview et pourtant, vous devez être prêt à intervenir à tout moment. Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que vous vous sentez sous pression? Tout dépend de ce qu'on entend par pression. On garde toujours en tête qu'on peut être appelé à tout moment. Mais on apprend aussi à déconnecter. Quand on a terminé notre garde, on arrive à penser à autre chose. Et il le faut pour éviter de rapporter tout ce stress à la maison. Ça peut être un poids pour nos familles. Vous nous avez dit tout à l'heure que là, on utilisait un petit jet d'eau, mais que pour un incendie de grande ampleur, mieux vaudrait utiliser une lance plus puissante. Exactement. Vous nous montrez? « 12 500 litres d'eau, 1500 litres de mousse et 500 kilos de poudre. » Je comprends mieux pourquoi vous doutiez qu'on puisse éteindre un incendie d'avion avec notre petit tuyau. La particularité de ce dispositif, c'est qu'il est doté d'une lance capable de perforer le fuselage de l'avion et de créer un brouillard d'eau à l'intérieur de l'appareil. Oui, mais quand du kérosène s'enflamme, on ne peut pas l'éteindre avec de l'eau. Non, bien sûr. Il faut toujours ajouter de la mousse. C'est très important, sinon le feu ne peut pas s'éteindre. En l'occurrence, on ne va pas utiliser de mousse, car on n'y a recours qu'en cas d'urgence. Oui, la mousse, ça esquinte tout. Oui. Changement de décor. Alerte dans une caserne de Dortmund. Les pompiers vont tester une nouvelle technologie dans le cadre d'un exercice. Alors André, on va où? Phoenix West? Un cycliste accidenté? On n'a pas réussi à le localiser. Ok, on prépare le drone et on l'envoie en repérage. Les pompiers de Dortmund vont maintenant tester une toute nouvelle technologie. Pendant que les véhicules s'élancent en direction du lieu d'intervention, un drone dernier cri scrute les environs à la recherche de la victime. L'engin vole à une vitesse de 100 km/h et transmet toutes les coordonnées de sa trajectoire au véhicule des pompiers. Le drone vole à présent juste au-dessus de la Konrad Adenauer-Allee. Pour le moment, il n'a rien détecté. Mais quelques minutes plus tard, Le drone est arrivé à destination. La victime se trouve juste à l'ouest des hauts fourneaux de Phoenix West. ce dispositif ultramoderne permet au secours d'intervenir rapidement. Je suis convaincu que ce drone peut sauver des vies, car il nous fait gagner énormément de temps. Ce drone d'un nouveau genre a été conçu par Dieter Moormann et son équipe à l'université d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Contrairement au modèle traditionnel, ces petits avions sont capables de décoller à la verticale. La particularité de notre drone, c'est que ses ailes peuvent pivoter. Il est capable de voler comme un avion classique, mais comme il est équipé d'ailes orientables, il peut décoller et atterrir à la verticale avant de se mettre en position de vol horizontale. Le développement du prototype s'est étalé sur plusieurs années et est loin d'être terminé. Les chercheurs tentent de prolonger la durée de vol du drone et de renforcer sa résistance aux intempéries. L'appareil est également censé décoller de manière automatique, voler sans contact visuel avec le pilote et atterrir à un endroit précis sans que les pompiers aient à suivre une formation de pilotage. De quoi donner du fil à retordre aux concepteurs. Il ne suffit pas de sécuriser le système de contrôle de notre appareil. Beaucoup d'autres engins volants occupent l'espace aérien, notamment en cas d'opération de sauvetage qui implique l'intervention de la police et d'hélicoptères. Et il y a aussi d'autres appareils pilotés par des humains. Il faut donc s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de collision. Les drones représentent un réel défi pour les services de contrôle du trafic aérien. Chaque jour, ils doivent déjà surveiller environ 10 000 avions. Avec l'arrivée des drones, ce chiffre pourrait bientôt atteindre le million. Et ce n'est pas sans poser problème. Les petits drones sont fabriqués en plastique et non pas en métal. Ils ne sont donc pas détectables par nos radars. Des chercheurs tentent de développer des systèmes de radiocommunication capables de localiser les drones au sein de l'espace aérien. Le principe ?
Les mini-engins volants transmettent leur position exacte au service de contrôle du trafic aérien. En cas de conflit de trajectoire, le système alerterait les pilotes ou délimiterait des espaces aériens réservés aux drones. Tant que ce système n'est pas totalement au point, l'utilisation de drones par les pompiers n'est pas pour demain. Ce dispositif pourrait pourtant leur permettre d'élargir leur champ d'action et notamment de mesurer les taux de pollution chimique ou de radioactivité au moyen de capteurs. De quoi permettre aux soldats du feu d'adapter leur stratégie et de s'assurer une meilleure protection. Grâce aux informations fournies par les drones, les sapeurs-pompiers pourraient ainsi mieux se préparer et savoir plus précisément ce qui les attend sur le lieu de leur intervention. Retour à l'aéroport de Berlin. L'exercice continue. Cette fois, c'est un bâtiment qui est en feu. Émilie et Adrian vont à nouveau participer à l'intervention. Une déflagration a retenti dans la cuisine. Les deux journalistes ont pour mission de délivrer une personne prise au piège à l'intérieur. C'est Adrian qui va entrer le premier. Le chef de groupe ferme quant à lui la marche. Un pompier se doit de respecter deux règles fondamentales. Toujours assurer sa propre sécurité et empêcher la progression d'un incendie. Vous allez ouvrir la porte en baissant délicatement la poignée. Non, agenouillez-vous d'abord. Et maintenant, baissez la poignée, mais faites attention, vous pourriez être surpris par une explosion de fumée. La poignée n'est pas brûlante, donc on peut entrer. Allez-y, ouvrez. Ouvrez la porte en grand. Ouvrez-la franchement et calez-la bien. En cas de fumée épaisse, on ne peut qu'avancer à tâtons. Première urgence, couper le gaz et l'électricité. Coupez le compteur électrique à gauche, avec la main gauche. Et on reste bien groupé. Baissez-vous. Le compteur électrique se trouve sur la gauche. Allez jusqu'à la porte et ouvrez-la, sans oublier la fenêtre. Allez, on continue. À droite, il y a le compteur à gaz. Là, à droite. Fermez l'arrivée de gaz. Ok, je m'en occupe. Derrière vous. Touchez la porte pour voir si elle est brûlante. Elle est chaude? Non. Baissez la poignée. Faites attention. Et maintenant, on passe au sauvetage de la victime. Restez bien du côté droit et cherchez-la. Je ne vois personne. Restez bien à droite, le long du mur. D'accord. Je crois qu'elle est assise là. Vous l'avez trouvée? Oui, près de la table. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? Elle ne répond pas. Aucune réaction. Ok, bien reçu. Victime inconsciente. Nous allons l'évacuer. J'ai demandé un renfort médicalisé. Un à droite, l'autre à gauche. Oh, elle pèse son poids. La victime a été évacuée. Mission accomplie. Il suffit de me regarder pour voir que je suis épuisé. Et ça, alors qu'il n'y avait même pas d'incendie. C'est vrai qu'il n'y avait aucun feu. Ce n'était pas une fournaise. Je ne pouvais rien voir à 1 mètre. Et on avait l'impression qu'on pouvait vite s'égarer. On perd rapidement le sens de l'orientation. C'est pour ça qu'il est très important de toujours rester sur un même côté sur le lieu d'un incendie. J'étais rassuré de savoir que j'avais 2 gars derrière moi. Ça vous arrive d'intervenir seul dans ce genre de situation? Non, nous agissons toujours en binôme indissociable. 2 pompiers sont envoyés à l'intérieur et un binôme de sécurité reste à l'extérieur en cas de besoin. Ok, j'ai des courbatures aux épaules. Comment vous sentez-vous après une telle intervention? Ça va. Sur un incendie, c'est plus difficile. Il y a la température, l'énorme tuyau à dérouler, c'est bien plus fatigant. Moi, je suis lessivée. Incendie chez les pompiers volontaires de Dortmund.
Lors de cet exercice en conditions réelles, les participants sont censés apprendre à évaluer l'évolution d'un feu pour tenter de sauver des vies sans pour autant risquer la leur. Un incendie est censé s'être déclaré dans un appartement. Les palettes en feu simulent les meubles situés à l'intérieur. Les flammes absorbent l'oxygène de la pièce. Les pompiers referment les portes du conteneur. La température des parois ne cesse d'augmenter. Nous avons fermé les portes et donc en théorie étouffé le feu. Mais les meubles situés dans la pièce sont encore incandescents. En d'autres termes, ils peuvent reprendre feu à tout moment. Le feu, à moitié étouffé, est avide d'oxygène. Quand les pompiers interviennent et qu'ils pénètrent dans une habitation pour aller secourir une victime, par exemple, ils amènent avec eux de l'air et donc de l'oxygène. Les meubles carbonisés se mettent quant à eux à dégager des gaz de pyrolyse. Les gaz de pyrolyse sont un mélange de plusieurs centaines de gaz, dont le monoxyde de carbone. Des substances hautement inflammables et dont l'inhalation est mortelle. 95% des personnes qui perdent la vie dans un incendie meurent intoxiquées par les fumées. Il s'agit de gaz qui n'ont pas encore brûlé. Et l'apport d'oxygène combiné aux températures très élevées provoque une inflammation des gaz. Un des phénomènes les plus redoutés des sapeurs-pompiers, l'embrasement généralisé éclair. Lors d'un incendie en volume semi-ouvert, la chaleur extrême fait augmenter la quantité de gaz de pyrolyse imbrûlé. En cas d'apport régulier d'air, les gaz s'accumulent dans la partie haute du volume et finissent par s'embraser. Un piège mortel pour les pompiers. Lors d'un incendie en volume clos, un apport soudain d'oxygène peut entraîner une explosion de fumée, un autre phénomène craint par les soldats du feu. Tout pompier doit savoir identifier et évaluer ce type de risque pour garantir sa sécurité. En cas d'explosion de fumée, les températures atteignent 1000 voire 1200 degrés. Notre uniforme est capable de supporter de telles températures pendant quelques instants. Au bout de quelques secondes seulement, cette explosion de chaleur devient humainement insupportable. Un jeune élément de l'équipe se voit contraint d'abandonner. L'attaque d'un incendie est une phase particulièrement délicate. L'extinction d'un feu provoque une importante quantité de vapeur d'eau difficilement supportable pour l'humain. La température corporelle des pompiers peut atteindre jusqu'à 41 degrés, ce qui entraîne une forte fièvre très éprouvante pour le corps. Dans ces conditions extrêmes, un pompier doit être capable de réagir au quart de tour afin de choisir la bonne tactique. Car bien souvent, une mauvaise décision peut être fatale. Si vous vous retrouviez dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous feriez? Quelle stratégie adopteriez-vous? Il faut toujours garder un genou à terre, ne jamais rester debout devant une porte. On observe aussi la couleur de la fumée. Une fumée noire est synonyme d'incendie grave. Si on asperge la porte à l'aide d'un tuyau ou d'une lance à incendie, on voit si l'eau s'évapore tout de suite. Ça permet d'évaluer la gravité de l'incendie. Ensuite, on ouvre doucement la porte et on asperge le plafond d'eau pour faire chuter la température ambiante. Puis on observe la quantité de fumée et leur circulation dans la pièce. Si on estime qu'il y a trop de risques, mieux vaut refermer la porte et refroidir le tout. Mais surtout pas entrer dans la pièce, pour éviter un embrasement généralisé et clair. C'est fou, tous les paramètres dont il faut tenir compte. C'est pour ça qu'on a une caméra thermique, pour mesurer la température d'une porte. Je repense à tout à l'heure quand vous m'avez dit d'ouvrir la fenêtre après être entré dans la pièce. Oui, tout à fait. On m'a pourtant toujours dit qu'il fallait les garder fermés. Oui, mais en l'occurrence, il n'y avait pas d'incendie dans la pièce. Comme c'était clair dès le départ, je vous ai demandé d'ouvrir la fenêtre pour évacuer les fumées. Je dis toujours que le feu permet de nous éclairer sur la situation. Parfois, mieux vaut ouvrir la fenêtre pour y voir plus clair que d'être aveuglé par les fumées. Ça peut nous être utile. Franck, merci de nous avoir permis d'accompagner votre groupe. C'était une journée très enrichissante. Tout le plaisir était pour moi. Je dois avouer que cela faisait belle lurette que je n'avais pas été aussi épuisé. C'est normal. J'ai trouvé ça génial de voir qu'en cas d'urgence, vous savez exactement ce que vous avez à faire.
Après avoir passé cette journée à vos côtés, je n'ai qu'une chose à dire, respect. Vous êtes des héros et le mot est faible. Merci. Bonne continuation à vous. Merci. Sur ce, on vous dit au revoir. À la prochaine. Salut.